Ma checklist pré-transat, la sécurité avant tout. La checklist incontournable avant une transat est ce que beaucoup de navigateurs vont négliger. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un couple de navigateurs qui en transat, peut-être 400 000 avant l'arrivée, ont failli couler. Alors ils ont failli couler pas à cause d'une avarie extrêmement importante, hein. Ils ont failli couler juste à cause d'une vanne et qui était défaillante. Aujourd'hui, en tant que yachtmaster et puis surtout en tant que père de famille qui navigue avec ses enfants, hein, je suis extrêmement attentif à la sécurité. Dans cette vidéo, je partage avec vous ma checklist prioritaire, celle que j'utilise et que j'ai utilisée avant la transat et que je continue à utiliser lorsque je vais faire des navigations longues. Alors cette checklist, elle n'est pas là pour vous effrayer, hein, mais elle est là pour vous donner la sérénité du navigateur bien préparé. Parce que la vraie liberté en mer, c'est de savoir que qu'on a fait tout ce qui dépendait de nous. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour vous. Alors sans plus attendre, voilà ce que moi je vérifie sur Ikigai avant de quitter le dernier port. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Je suis Lilian Dupré, je suis Yachtmaster RYA. Je suis également psychologue spécialisé en gestion du stress, en conduite de changement. Et surtout, je suis le skipper d'Ikigai. Je me souviens de Mindelo. Alors nous avons transaté en 2022 et nous sommes partis de Mindelo au Cap-Vert. Ce qui était extraordinaire, c'était cette forme d'effervescence, de fourmillement, d'agitation sur les pontons. Tout le monde s'affaire, tout le monde s'agite en essayant de quand même profiter de la ville, mais en restant obnubilé par la transat. Si vous partez de Mindelo, je vous encourage quand même à bien anticiper la préparation pour la transat. Parce que bien qu'étant le point de départ depuis très longtemps d'un très très grand nombre de transats pour des plaisanciers du monde entier, vous risquez d'être déçus par au niveau des infrastructures, au niveau des chips, au niveau des professionnels du nautisme, par le faible développement en fait de ces éléments-là au niveau de Mindelo. Pour nous sur Ikigai, l'idéal c'est de faire cette préparation au niveau de Las Palmas aux Canaries. Alors Las Palmas, pourquoi Las Palmas? Simplement parce que depuis de nombreuses années, ils accueillent l'Arc. L'Arc organise des transats en flottille depuis maintenant pas mal d'années. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va retrouver sur place des infrastructures, des ship chandlers, des professionnels du tourisme. Et ça, pour le coup, ça facilite beaucoup la préparation. Et puis, ça limite également le temps. Lorsqu'on a une pièce à commander, si on la trouve pas sur place, etc., ça va quand même un peu plus vite. Alors quand je dis un peu plus vite, on est loin de ce qu'on peut avoir lorsqu'on est encore en Europe. Parce qu'encore en Europe, les transferts peuvent se faire par voie routière. Et c'est vrai que c'est plus rapide que d'aller livrer en avion ou en bateau une île. Trêve de bavardage, voici notre checklist sur Ikigai. La première partie de notre checklist est consacrée à tout ce qui va concerner la sécurité et les équipements de survie. La première chose que je vérifie, avant même de regarder le vent ou la météo, ça va être ce qui peut sauver la vie de mon équipage si tout s'effondre. Alors dans cette première partie, la première chose à checker, ça va être le radeau de survie, puis les éléments qui sont connexes. Donc radeau de survie, ça veut dire est-ce que j'ai le bon type de radeau de survie, c'est-à-dire des survies de plus de 24 heures. Est-ce que c'est le bon type? Est-ce que il a été révisé? Est-ce que c'est à jour? Alors je rentre pas dans la discussion survie passive, survie dynamique, parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo complète. Je sais que il y a des tenants de l'un et des tenants de l'autre. Là, je reste sur quelque chose d'assez classique finalement pour une transat. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est kit de survie. Donc les crab bags, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont correctement constitués? Est-ce que j'ai de l'eau en réserve, en plus de ce que je vais avoir dans le radeau de survie? Est-ce que j'ai des fusées de détresse? Est-ce que j'ai ma VHF? Est-ce que j'ai une trousse de pharmacie?
Et le dernier point, ça va concerner ma balise Hyperb. Est-ce que j'ai fait des tests de contrôle et surtout, est-ce qu'elle est bien enregistrée? Le deuxième élément dans cette partie-là, ça va concerner les gilets de sauvetage. Voilà, donc on part sur des gilets qui sont homologués, évidemment. La plupart, beaucoup en tout cas, sont automatiques. Donc là, on a aussi des dates de péremption, des dates de révision à respecter. On vérifie que la bouteille de gaz est bien serrée. Et puis, un autre élément important, c'est est-ce que le gilet est équipé d'un harnais? Est-ce que ce harnais est solide? Et est-ce que chacun a sa longe au niveau du harnais? Un élément très important, c'est d'avoir un harnais qui soit adapté à sa taille et à son poids. Pensez aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément dans les manœuvres, qu'on a des gilets en mousse qui fonctionnent très très bien. Ils sont jamais en panne les gilets en mousse. C'est vrai qu'ils sont pas pratiques, ils prennent de la place, mais pour des personnes qui ne font jamais de manœuvre, là on a un outil qui ne périme pas, ou en tout cas qu'on n'a pas besoin de vérifier comme des gilets automatiques et qui marche dans 100% des cas. Lorsque j'ai des enfants à bord, mais je le fais aussi avec les adultes, sauf des adultes qui ont l'habitude d'utiliser des gilets, c'est que je leur montre et je leur demande d'essayer les gilets. Déjà, ça permet de les régler, que les gilets soient bien à leur taille. Souvent, on a des sangles et puis on a un petit réglage à faire, qui soit pas trop lâche ni trop serré, et puis surtout qu'ils comprennent d'une manière pratique comment ça fonctionne. Parce que le jour où ils vont avoir besoin de s'en servir, ça peut être la nuit, il peut faire froid, on peut être dans des mauvaises conditions, et mettre un gilet, ça doit être automatique. Troisième élément en termes de sécurité, pour nous, ce sont les extincteurs. Les extincteurs, nous, on en a partout. On en a 2 dans le carré, on en a un dans chaque cabine, on en a un particulier pour le moteur. Et ce que nous on aime bien, ce sont les extincteurs avec un manomètre. Comme ça, on voit s'ils tiennent toujours la pression. Donc les extincteurs aussi, ce sont des éléments qui se révisent. Le quatrième point pour nous, ce sont tout ce qui est pompe de cale. Voilà. Les dangers pour un bateau, le feu et le fait de prendre de l'eau. Donc les pompes de cale, faut qu'elles fonctionnent. Les pompes électriques et les pompes manuelles. Donc ça, c'est quelque chose à checker, pour nous en tout cas, qu'on va checker systématiquement. Beaucoup de bateaux ont coulé pas à cause de l'état de la mer, mais à cause d'une entrée d'eau qui a pas été détectée et des pompes de cale automatiques qui ne se sont pas déclenchées. Ça arrive pas uniquement en navigation, ça peut arriver au port. Le feu, c'est pareil. Un certain nombre de feux sont partis au niveau des ports. Et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous ajouteriez dans cette partie sécurité et équipement de survie. Dans une seconde partie, nous allons checker tout ce qui est état du bateau et gréement. Le bateau, c'est votre maison, ça c'est quand tout se passe bien, mais c'est aussi votre forteresse, c'est celle qui va vous protéger quand les conditions de mer vont vraiment forcir. Au niveau de la coque, on n'a pas uniquement que le carénage. Au niveau de la coque, ce que nous, on va rechercher, ce sont des micro-fissures. Ce qui va être un indicateur de faiblesse par rapport à la coque et des micro-fissures qui peuvent apparaître aussi sur la jonction quille-coque. On va également vérifier au niveau de la coque si les passe-coques sont vraiment bien étanches. Et puis, on va vérifier aussi l'état des anodes. Alors, rappelez-vous, au-delà de 50% d'usure, on change l'anode. On va checker le gréement dormant. Un gréement dormant, les étés, patara, les haubans, haubans, galoubans, etc. Donc ça veut dire on monte en dumas et puis on fait une inspection visuelle et une inspection au niveau du toucher pour repérer des déformations. Alors parfois visuellement c'est pas très visible, mais au niveau du toucher on a une grande sensibilité. Donc là, on peut repérer des déformations qui sont toujours des signes de points faibles. Alors évidemment, s'il y a un tauron qui est cassé, là, c'est extrêmement perceptible, c'est visible immédiatement. Mais souvent, on est plutôt sur la déformation, on va chercher des points de rouille, tout ce qui peut être un point de faiblesse. Rappelez-vous que la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Donc ensuite, on est sur des effets de domino. Si vous voulez aller plus loin par rapport au gréement dormant, sur la chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos consacrées au gréement dormant. Logiquement, après le gréement dormant, on a le gréement courant,
hein, ça veut dire les voiles, donc vérifier l'usure des voiles, vérifier les coutures, vérifier les points de jonction, donc point de drisse, point d'amure et point d'écoute. On va vérifier les drisses, on va vérifier les écoutes. Nous, ce qu'on va chercher, ce sont des points d'usure. Et puis ce sur quoi on va également se pencher, ça va être tout ce qui est réa, poulie. Voilà, donc ce que l'on veut, ce sont ce qu'on va chercher. En tout cas, ça va être est-ce que les réa tournent librement, est-ce que les poulies tournent librement, est-ce qu'il y a également des points d'usure au niveau des gorges. Le quatrième point dans notre partie état du bateau et gréement, ça va être le gouvernail. On va s'occuper de tout ce qui concerne la gouverne. On imagine bien qu'un bateau qui perd sa gouverne, il est quand même en grande difficulté. Donc nous, ce qu'on va vérifier, ça va être d'abord le secteur de barre, tout ce qui est chaîne, câble, etc. Et on va encore chercher des points d'usure. Les points d'usure, on peut aussi les détecter grâce au petit bruit. Hein, un secteur de barre qui couine. Donc si ça couine, c'est que ça frotte. Si ça frotte, c'est que ça s'use. Donc c'est un bon moyen d'aller à la découverte de ces points d'usure. On va chercher également tout ce qui est jeu mécanique au niveau du safran. Et c'est quand même pas mal d'imaginer, de prévoir un système de gouverne de rechange en cas de problème, même si c'est quelque chose de rudimentaire. Alors faites attention, quand vous faites ça, testez-le. Parce que des fois, on part sur des choses où on est vraiment sur du bricolage et on s'aperçoit qu'avec les forces qui sont en jeu, entre le poids du bateau, l'état de la mer, etc., le truc théoriquement, il tient la route, mais dans la pratique, c'est juste impossible. Au fil de toutes ces années d'accompagnement, ce que j'ai remarqué, c'est que les marins qui paniquent, ce sont pas forcément les moins expérimentés. Ce sont ceux qui ont omis toutes ces vérifications silencieuses, toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui viennent vous sauver la mise. Dites-moi en commentaire ce que vous vérifiez par rapport à l'état du bateau, du gréement, et comment vous le vérifiez. Troisième partie de notre checklist, tout ce qui est électronique, énergie et navigation. Souvenez-vous lorsqu'on parle comme ça de cette technologie, on parle d'aide à la navigation. Donc c'est bien une aide, c'est pas une dépendance. Et lorsqu'on parle d'électronique, d'aide à la navigation, le premier point, ça va être la VHF portable, VHF fixe. Donc ça on check, hein, on check en communication, soit en appelant un sémaphore, le port, un bateau copain. On vérifie que les choses, la communication passe bien. On vérifie aussi l'état des batteries et puis le fait d'avoir des batteries de rechange. Lorsque je parle des batteries, évidemment, je parle des VHF portables. Alors sur Ikigai, nous, on a pris une option, c'est qu'on a deux types de batteries. Enfin, on a deux types de VHF. Une qui fonctionne sur des batteries classiques, et puis une autre qui va fonctionner sur des piles. Et on trouve que avoir deux technologies un peu différentes, c'est un gage, je dirais pas de sécurité, mais lorsque une technologie ne va pas fonctionner, on sait qu'on a toujours des piles de secours. Second point, tout ce qui va être GPS et compas. Alors GPS à bord, c'est pas la peine de dire qu'on en a beaucoup. Hein. D'abord, tout le monde a un téléphone. Donc, il y a forcément un point GPS sur l'ensemble des téléphones. On peut avoir des GPS portables, on va avoir des GPS au niveau de certaines VHF, on peut avoir les points GPS au niveau des AIS, au niveau des tablettes. Enfin, on a quand même pas mal de GPS. Par contre, ne partez pas sans les cartes papier. Alors, pour la navigation côtière, bon, on pourrait s'en passer, mais sur les longues navigations, c'est bien d'avoir une carte papier. C'est bien aussi d'avoir des compas de relèvement. Hein, on a le compas de route, mais les compas de relèvement, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Nous, on en a 2 ou 3 sur Ikigai. On l'utilise nécessairement en navigation côtière, hein, pour arriver à préciser une position sans se servir du GPS, pour arriver à estimer une route de collision également, un angle par rapport à un bateau qui vient vers nous. Gardez à l'esprit que naviguer à la carte avec un compas de route ne va pas sans la courbe de déviation du bateau. Troisième point, le pilote auto. Alors le pilote auto, c'est quand même un équipier hyper important. Hein, une transat sans pilote auto, ça se fait, mais c'est extrêmement fatigant parce qu'on est obligé de barrer constamment.
On se rend pas compte, hein, mais il n'arrête pas de faire des corrections, des corrections, des corrections. Donc ça veut dire que on a intérêt à vraiment bien le checker avant le départ. Ça veut dire également, au-delà des tests, fusibles de rechange, ça veut dire pièces de rechange également. Ce qui peut être impacté, ça peut être le capteur d'angle, ça peut être le vérin, ça peut être, il y a quand même un certain nombre de pièces qui peuvent lâcher. C'est bien d'avoir des choses en double. Alors la personne la plus prévoyante par rapport à ça que je connais, c'est Patrice. Patrice, lui, il a un deuxième pilote auto qui est déjà monté et qui est déjà opérationnel. Il a juste à switcher avec un bouton pour passer de l'un à l'autre. Donc voilà, ça c'est la prévoyance maximale. Encore faut-il avoir la possibilité en termes d'espace de monter à un deuxième pilote auto. Quatrième point à checker, j'aurais peut-être pu le mettre en premier, celui-là, hein, ça va être tout ce qui est énergie. Alors pourquoi? Parce que si vous perdez l'énergie, c'est très compliqué. Si vous perdez l'énergie, vous perdez votre pilote auto, vous perdez vos possibilités de GPS parce que au bout d'un moment les batteries seront à plat. Donc vous perdez beaucoup de choses, la capacité à faire de l'eau par exemple pour le dessal. Donc dans l'énergie, on a les batteries. Donc on part toujours avec des batteries pleines, hein. On va pas partir avec des batteries qui n'ont pas été rechargées. On vérifie l'état des batteries, on vérifie si elles tiennent bien la charge, au-delà du fait qu'elles soient bien remplies. Certains partent avec des batteries en secours, hein, une batterie moteur par exemple de secours. Voilà. En tout cas, c'est un élément qu'il ne faut absolument pas négliger. L'autre point, ça va être la production d'énergie. C'est bien de stocker de l'énergie, mais encore faut-il la produire. Donc là, c'est intéressant d'avoir plusieurs modes de production. Alors on a forcément notre moteur avec l'alternateur, on peut avoir un groupe électrogène en plus, on peut avoir donc les panneaux solaires, comme nous sur Ikigai, un hydrogénérateur ou une éolienne. En tout cas, bon, vous savez moi ce que je pense des éoliennes, hein. C'est vraiment pas mon système privilégié, hein. Mais en tout cas, le fait d'avoir de la diversité, c'est quelque chose qui va être un gage de sécurité. Et dernier point par rapport à l'énergie, ça va être tout ce qui est câblage, tout ce qui est sertissage. Voilà, vérifier bien l'état des cosses, l'état de sertissage, c'est-à-dire est-ce que le sertissage tient bien ou est-ce que le fil est un petit peu flottant à l'intérieur du sertissage, et puis l'état global des câbles. La grosse angoisse, hein, lorsqu'on part comme ça sur plusieurs semaines de navigation, au moins 2, hein, pour les plus rapides, 14 jours, 3 voire 4 hein, pour certains, c'est la perte totale de l'énergie. La perte totale de l'énergie a des conséquences extrêmement dramatiques. Ça donc c'est quelque chose à bien anticiper. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous vérifiez dans cette partie-là en termes de équipement électronique, énergie et navigation. Quatrième partie de notre checklist sur Ikigai, ça va être tout ce qui est rangement et logistique. Un bateau bien rangé, c'est un bateau sûr. Nos 3 mots sur Ikigai, c'est sangler, fermer, caler. Alors pas tout, hein, on sangle et on cale et on ferme pas chaque chose, mais en fonction des éléments, soit nous la glacière en bas, elle doit être bien sanglée pour pas qu'elle bouge à la gîte. Dans les équipés, tout doit être calé. Certains équipés doivent être fermés et sécurisés, hein, s'il y a du gros temps et s'il y a des choses lourdes et dangereuses à l'intérieur des équipés. Et je sais que c'est pas forcément évident parce que nous, sur les bateaux, on y vit. Hein, on ne fait pas que, allez, on prend le bateau, on fait une navigation et on revient au port. On vit sur les bateaux. Donc, vivre sur un bateau, c'est forcément mettre du bazar sur un bateau. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre on vit, on range, on vit, on range. Le second point va concerner les ouvertures. Alors, dans les ouvertures, on va avoir les hublots, on va avoir les panneaux de pont. Donc en navigation, on ferme hein, les panneaux de pont, on ferme les hublots. On va également fermer les vannes, hormis les vannes de service, hein, mais on va limiter au maximum la possibilité d'avoir une entrée d'eau. Alors attention, hein,
Là, dans cette vidéo, moi, je vous présente notre checklist à nous. Je vous dis pas ce que vous devez faire ou pas. Si vous avez envie de naviguer panneau de pont ouvert, c'est de votre responsabilité, c'est votre choix, c'est votre manière de naviguer. Moi, je vous dis simplement, au fil des années, la checklist que nous, on a établie sur des grosses navigations, et c'est valable pour nous sur Ikigai. Troisième point, et je l'ai un petit peu évoqué déjà dans la partie sécurité, équipement de survie, ça va être les sacs de survie, ce qu'on appelle en anglais les crab bags. Alors crab bag, ça veut dire un sac qu'on chope à la volée. Dans le concret, ça veut dire un sac qu'on est capable de prendre en 10 secondes, même la nuit, même quand il y a du mauvais temps. Chacun est libre de constituer son ou ses crab bags de la manière qu'il le souhaite. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Moi, j'ai pas de conseils à donner particuliers. Je sais qu'à l'intérieur, à minima, on va avoir tout ce qui est papier. On va avoir les passeports, on va avoir de l'argent, on va avoir les téléphones. On a également une trousse de secours complète, de l'eau, des barres d'énergie, un peu tout ce qui est barres de céréales, etc. et des couvertures de survie. Sans oublier couteau, frontal, VHF, sifflet. Alors vous avez vu mon super sifflet, le sifflet le plus puissant du monde. Je vous encourage quand même à avoir un sifflet performant parce que c'est un très très bon moyen de se signaler. La voix, c'est beaucoup trop faible. Ce crab bag, ces crab bags, parce que nous on en a plusieurs, on les vérifie assez régulièrement quand même, simplement parce que quand vous allez devoir les utiliser, c'est que vous serez en situation d'urgence. C'est pas pour aller pique-niquer à la plage. Donc, en situation d'urgence, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de vérifier est-ce que j'ai bien ci, est-ce que j'ai bien ça. On n'a pas le temps de vérifier si les piles sont chargées ou pas. On prend le crab bag et on sort du bateau. C'est toujours intéressant de lire dans les commentaires la façon dont chacun va gérer cette partie rangement, cette partie logistique. Donc, n'hésitez pas à partager avec l'ensemble de la communauté vos expériences de vie, de navigation sur ce plan-là. Cinquième partie, ça va concerner la préparation mentale et l'équipage. Parce que la plus grande menace en transat, c'est pas la mer, c'est l'impréparation mentale de l'équipage. Ça peut sembler paradoxal, mais dans la partie équipage, je place en premier lieu la pharmacie. Dans la pharmacie, on a les antibiotiques, on a les médicaments personnels, on va avoir le matériel de suture, on va avoir tout ce qui est médicaments, tout ce qui est mal de mer, tout ce qui est désinfectant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est lié à l'équipage. L'équipage doit savoir ce qu'il y a, doit savoir où ça se trouve, et doit être à jour des traitements que chacun a. Dans l'équipage, on a également tout ce qui va concerner l'avitaillement, ça veut dire la bonne quantité d'eau par personne et par jour, ça veut dire aussi en termes d'alimentation, une alimentation suffisante, une alimentation variée, une alimentation riche. Et puis on nourrit pas que les équipiers, on nourrit le bateau aussi. Donc en termes de carburant, c'est quand même intéressant d'avoir au moins 30% de réserve en plus au niveau du gasoil. Ensuite, troisième point, ça va être la préparation humaine. Là, on est dans la préparation. Il y a 3 exercices qui peuvent être intéressants à faire. C'est un exercice d'homme à la mer. Intéressant aussi de faire, dans la mesure du possible, un exercice d'homme à la mer de nuit. Ça peut être bien. Un exercice en cas d'incendie dans le carré, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les extincteurs? Quelle est la procédure? Et puis, un exercice en cas de voie d'eau dans les cabines, dans une salle de bain. En fait, l'idée, c'est d'être sûr que chacun sache comment réagir dans au moins ces 3 situations. Quelqu'un qui tombe à la mer, où il y a un début d'incendie, où il y a le bateau qui prend l'eau. Avec Moufida, on a une règle, c'est que s'il y en a un des deux qui le sent pas, qui se sent pas prêt, on part pas. La règle, c'est toujours, quand on est en équipage, même équipage réduit à 2, on cale les navigations en fonction de celui ou celle qui est sur un ressenti le plus bas. Quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, je le sens pas, j'ai pas envie de faire de la grosse mer, j'ai pas envie qu'il y ait plus de temps de vent que ça, j'ai pas envie qu'il y ait plus de telle hauteur de vague que ça. C'est un impératif, il faut tenir compte de cette personne-là.
même si le reste de l'équipage est déçu, c'est pas le problème. Parce que quelqu'un qui vous dit, moi, tu sais, je le sens pas, c'est quelqu'un qui risque de vous faire une crise de panique dans des conditions un peu compliquées. Alors, dans les conditions un peu compliquées, il faut gérer les conditions compliquées, mais je peux vous assurer, parce que moi, je l'ai vécu, gérer une crise de panique, ça demande 100% de votre attention. Donc, nous, on a cette règle. On le sent pas, même si quelqu'un est déçu, même si c'est pas grave. On part pas, ou on part plus tard. En tout cas, on calibre la navigation en fonction de cette personne-là. Rappelez-vous que la mer, elle pardonne pas l'ego, hein. Elle va récompenser l'humilité et la préparation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire dans les commentaires la façon dont les uns, les autres organisent cette partie préparation mentale, cette partie équipage. Donc n'hésitez pas à partager vos pratiques dans les commentaires. Pour résumer notre checklist pré-transat, en tout cas celle que nous utilisons sur Ikigai, je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis que c'est celle que nous utilisons. On a nos 5 parties. Partie 1, sécurité et équipement de survie. Partie 2, état du bateau et gréement. Partie 3, électronique, énergie, navigation. Partie 4, rangement et logistique. Et partie 5, préparation mentale et équipage. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit, alors non pas pour vous convaincre, mais pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves, les outils du navigateur. Vous allez retrouver le livre de bord Ikigai Voyage, vous allez retrouver les carnets de navigation et enfin mes mouillages de rêve. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez me contacter au travers de notre site internet Ikigai Voyage. Tous les liens sont dans la description. Avant de conclure, il y a une distinction essentielle que j'aimerais partager avec vous. Il ne faut pas confondre fréquence et gravité. Certaines avaries peuvent être fréquentes, des problèmes de winch, des problèmes de gain d'eau, des problèmes de dessal. En fait, même si elles sont fréquentes, ça relève plus du tracas, de la partie gênante. On peut avoir même des batteries déchargées, mais on est sur quelque chose de gênant. On n'est pas, entre guillemets, sur quelque chose de mortel. En revanche, on peut avoir des avaries qui sont extrêmement rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles peuvent tout emporter, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques. Parmi elles, on va compter la voie d'eau non maîtrisée. Un bateau peut couler en 1 heure. Hein. On va retrouver l'incendie à bord. L'incendie à bord, on estime qu'un incendie doit être maîtrisé dans les 5 premières minutes. On va avoir également un dématage par mer formée. Hein. C'est très rare, mais quand ça arrive, ça peut être dramatique parce que lorsque le mât tombe, lorsqu'il est toujours tenu au bateau, déjà il peut blesser des personnes et il peut causer des dommages très graves au niveau de la coque. Une avarie dramatique dans le gros temps, c'est la perte du gouvernail. Parce que là, pour le coup, le bateau est totalement à la merci des vagues, il peut se retrouver au travers, il peut être retourné. Hein, et là, on est sur quelque chose de dramatique. Et comme évoqué dans la partie tchèque, la perte totale d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un effet domino, qui va être catastrophique. Ces avaries, fort heureusement, sont relativement rares. Hein, mais préparer, c'est anticiper. Pas ce qui arrive souvent, mais c'est anticiper ce qu'on ne peut pas se permettre de rater. Parce que la vraie préparation du navigateur, c'est pas d'espérer que tout ira bien, c'est de savoir dans son fort intérieur que quoi qu'il arrive, on est prêt. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous aider, vous accompagner dans votre préparation, en mettant à votre disposition cette checklist, celle que nous utilisons sur Ikigai. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut utiliser absolument, mais voilà, l'idée c'est que vous ayez un point de départ. Vous pouvez l'utiliser tel quel, vous pouvez ajouter à cette liste des choses qui vous semblent importantes. L'idée c'est que vous puissiez partir vraiment sur votre transat, sur vos longues navigations, en étant parfaitement serein. Cette checklist, je l'ai écrite après de nombreuses années de navigation, après de nombreuses discussions avec des voileux, qui ont parfois tout perdu, parfois tout gagné. Elle ne vous garantira pas que rien n'arrivera. Par contre, elle vous garantira que vous avez fait tout ce qui dépendait de vous.
En début de vidéo, je vous avais dit que j'avais un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger cette checklist. Le lien est en description de la vidéo. Vous la recevrez par mail. Hein. Pensez à vérifier également dans les spams. Et si ça peut arriver, vous téléchargez à partir du téléphone et que ça ne fonctionne pas, téléchargez à partir de votre PC. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.